T'entends? Ah ouais, on entend. Ok. Ah c'est bon, ça marche mieux que ce matin. Ah, est-ce que ça marchait pas ce matin? Moi oui, mais là pas trop. Ah ouais. Mais là, ça marche. Ouais. Ça marche, nickel. Et là, ça marche aussi. Ouais, impeccable. Et oui, on va nous entendre là-bas. Un peu. Nous, on va entendre ce qu'il dit. Un peu. Tiens, j'ai enfin pu. Je tenais à offrir. C'est un showman. C'est un homme d'animation. Ah oui, oui. Moi, j'ai toujours adoré. Dès Ah. qu'il est venu quelque part, c'est un plaisir de l'écouter. C'est tellement simple quand il t'explique les choses. Il t'entend là d'ailleurs. Merci Fred. Ah oui. Merci à toi Fred. Ça va, on l'entend pas trop. Ouais, ça va. Je sais pas si tout le monde est arrivé. On est que deux, non? Ouais, vous êtes que deux intervenants, mais je veux dire autour des... Il y a des gens qui venaient s'asseoir. Il y a des gens qui venaient exprès. Ouais. Ah, ok. Ouais. Et après, t'en as qui écoutent. Ils ont ils ont les casques et ils écoutent et on les retranscrit sur Facebook. Ok. On est sur Facebook. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence. Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien et nous voyez correctement pour ceux qui sont sur le live. Donc c'est Sylvain Druguet qui... je m'occupe de la petite présentation. J'ai posé des questions à mes camarades sur un sujet particulier, la préparation physique générale, la préparation physique spécifique dans la course à pied, mais je pense qu'on ira un petit peu ailleurs, dans d'autres domaines connexes. Je vais peut-être déjà commencer par demander à mes collègues de se présenter. Sylvain, tu commences ? Allez, Sylvain aussi, Fréville. Voilà, donc moi dans le domaine de la variabilité cardiaque, dans l'entraînement, plutôt dans les sports d'endurance, et puis également dans la préparation physique. Ok, moi c'est Nicolas Vandel, donc aussi dans les sports d'endurance, ce qui tombe bien je pense pour le live du jour, où j'ai pas mal de gens sur l'entraînement général et sur la préparation physique que j'accompagne. Et je suis auteur d'un livre sur le sujet qui s'appelle bêtement La prépa physique de l'endurance. Petit palmarès quand même. Ouais, j'ai bossé 10 ans avec l'équipe de France de ski. Le palmarès, il est plutôt aux athlètes qu'à moi. Mais en tout cas, j'étais là à ce moment-là. Mais Sylvain en a un qui est pas mal aussi. Raconte. Oui, en charge de l'optimisation de la récup avec l'équipe de France de handball féminine, là depuis février de l'année dernière, avec le titre de champion du monde, et puis des athlètes olympiques également, et champion du monde également. Bon, vous voyez que je suis bien entouré. Alors première chose, est-ce que vous pourriez me donner une définition de ce que sont la PPG et la PPS selon vous? Tu commences, Sylvain? Oui. Alors la préparation physique générale, pour moi, c'est plutôt le développement de qualité globale qui va permettre en fait d'optimiser après l'entraînement spécifique. Après, j'ai un petit peu plus de mal. Alors je vais commencer, je vais envoyer un petit pavé dans la mare. J'ai un petit peu plus de mal avec la préparation physique spécifique parce qu'à un moment donné, dans ma vision des choses, il n'y a rien de plus spécifique que l'activité en elle-même. Alors, pour quelles raisons essayer de faire du spécifique dans une salle ou autour du sport, alors qu'en fait, je pense plutôt qu'il faut plutôt chercher à développer un certain nombre de qualités manquantes ou de développer plutôt des qualités fortes pour qu'à un moment donné, les coordinations évoluent et qu'on ait les moyens de faire évoluer ces coordinations-là. Parce que une vitesse, une coordination, une façon de faire, une coordination. Et en fait, si vous changez la vitesse, vous changez la coordination, vous changez les niveaux de force, vous changez la coordination. Et donc, à un moment donné, c'est compliqué de faire du spécifique en dehors de la spécialité, en fait. Okay. Voilà. Et donc, la préparation spécifique, pour moi, elle se place... Est-ce qu'elle a lieu d'être ou pas? Mais elle se place, on va dire, dans le sport en lui-même, en fait. Donc, plutôt des variations de process d'entraînement dans la discipline plutôt que du travail de musculation spécifique, on peut dire. Voilà. Ouais, ok. Nico? Je vais beaucoup rejoindre Sylvain, mais en plus on est en chambre ensemble, donc on en a déjà discuté, mais c'était pas pour le préparer, c'était vraiment une discussion. Je le rejoins quand même beaucoup. La préparation physique générale, pour moi, c'est le développement de motricité et de compétences support à la discipline, et je dis bien support, et non pas spécifique à la discipline. Elles vont supporter l'entraînement physique et technique en situation, de mon point de vue. Et après, la préparation physique spécifique, je ne suis pas non plus un grand adepte. J'aime plutôt parler de préparation physique générale, enfin de PPG orienté,
on va orienter un petit peu à un moment le curseur selon le type de mouvement ou le type de contraction vers quelque chose qui va supporter la discipline spécifique, mais on ne pourra jamais faire autant spécifique que la discipline. Donc je rejoins beaucoup Sylvain là-dessus et j'aime beaucoup la PPG orientée en fin de cycle par exemple. Et souvent j'ai un besoin, moi j'ai le raisonnement préparation physique générale, préparation physique orientée sur le besoin athlète et préparation physique orientée sur le besoin de la discipline. Donc j'ai souvent ce raisonnement-là. Et en fait, il y a finalement, c'est spécifique à partir du moment où ça correspond aux besoins de l'athlète, mais pas forcément à la spécificité de la discipline. Ok. Alors si j'ai posé la question ainsi, c'est justement parce que je commence à me faire un petit peu vieux. Et donc j'ai vu plusieurs générations, on va dire, et d'enseignement et de préparateurs physiques. Et on a eu des phases justement où c'était très marqué, PPG, PPS, PPI, on a eu plein de termes comme ça, d'acronymes. Ensuite on a eu une période où il fallait absolument plus faire de PPG. Moi j'ai vu passer ça pendant des années, il fallait plus faire de PPG du tout. Et puis maintenant, je pense que la raison nous est revenue, c'est déjà un jugement de ma part si je dis ça, mais j'ai l'impression qu'on a encore changé, on est revenu vers de la PPG. Déjà, est-ce que vous avez vécu ces changements comme moi, et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi je vais commencer. Alors tu dis que tu commences à te faire vieux, mais je crois qu'on a à peu près le même âge, donc je dois faire partie de cette catégorie-là aussi. Oui, moi j'ai vécu effectivement la même chose. Et après, moi je suis plutôt quelqu'un qui est adepte de la préparation physique, donc je peux pas dire que ça sert à rien. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'elle peut servir. Maintenant, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'athlète, ça va dépendre de son vécu, ça va dépendre de ce qu'il va faire avant. C'est-à-dire que c'est toujours une balance. Ça marche pas très bien là. C'est toujours une balance bénéfice-risque qui fait qu'à un moment donné, est-ce qu'on prend plus de risques ou est-ce que c'est plutôt profitable ? Et c'est plutôt cet aspect-là aussi qu'il faut se poser comme question. Après. Alors ce matin je bouquinais un petit peu et je suis tombé sur une revue de littérature de Yann Lemeur, une revue de 2024 qui fait ressortir que en fait c'est la variété des stimuli qui fait en fait une amélioration de la discipline, en tout cas sur le niveau préparation physique générale. Donc c'est l'ensemble des diversités de méthodes ou de process qui vraiment peut avoir un avantage. Et c'est plutôt ça. Et encore une fois, c'est donner les clés pour un futur changement dans la discipline, en fait. Okay. Voilà comment je vois les choses. C'est une belle définition. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, Nicolas ? Ouais, pour rebondir un petit peu dessus, je pense qu'à un moment, on a connu aussi cette mode. Alors, je suis un peu plus jeune que vous, mais je ne suis pas très jeune non plus, donc j'ai bientôt la quarantaine. Il y avait un besoin de sémantique et de mettre des cases, en tout cas, pour... le besoin, il répondait à quelque chose de précis pour vraiment dire il y a tel type de travail différent. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on reste figé dans les cases, il y a des effets de mode qui changent. Et comme tu dis, on en revient en arrière maintenant. Et je ne sais pas si je vais me faire des copains ou pas, mais ça va être la même chose avec les surfaces instables. Il ne fallait plus en faire et maintenant on va aller voir qu'ils vont revenir. Et puis dans 10 ans, il faudra arrêter d'en faire. Donc c'est un exemple. Et la surface instable, par exemple, c'est un très bon exemple pour moi. Ce n'est pas indispensable et c'est contre-productif pour augmenter tes niveaux de force maximum. Mais est-ce que toutes les disciplines ont besoin d'augmenter les niveaux de force maximum ? J'en suis pas convaincu non plus. Donc en fait, il y a toujours une histoire de curseur et de nuances à mettre un petit peu là-dedans. Et peut-être que pour un athlète, de faire une variété de mouvements, mais c'est un peu ce que disait Sylvain, de très généraux, ça va être sa préparation spécifique à lui, parce qu'il va avoir besoin en fait de développer plein de compétences motrices différentes pour être meilleur dans la discipline. Et que l'athlète B du même niveau, peut-être qu'il va avoir besoin d'avoir une préparation qui est beaucoup plus orientée par rapport à tout ça. Et donc, c'est plutôt l'athlète qui va décider de quoi il a besoin plutôt que la méthodologie. Après, il y a cette notion aussi de niveau dans l'athlète, c'est-à-dire que tout dépend si on a des athlètes amateurs ou des athlètes professionnels, c'est-à-dire que si les sportifs s'entraînent 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, ou alors s'entraînent 2 fois par jour, on n'a peut-être pas besoin de la même chose. Donc est-ce que la préparation physique, qu'elle soit générale ou spécifique, elle est utile pour quelqu'un qui va courir ou nager 4 fois par semaine ? Peut-être que de mettre une séance supplémentaire, c'est déjà un plus. Alors que quelqu'un effectivement qui a 2 fois par jour, peut-être que là, ça pourrait être intéressant d'intégrer un process de préparation physique sur des domaines où il a besoin d'exceller plus ou de se renforcer.
Et alors justement, je pense qu'il y a une période où on les a un petit peu... on a mis la PPG un peu de côté. Aussi, tu as raison sur le côté sémantique, le côté il faut des cases, etc. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect... Il y a beaucoup de gens qui se sont dit... je les défends pas, hein, mais il y a des qualités qu'on essaie de développer dans la PPG qui sont pas utiles. J'ai pas dit que j'étais d'accord. Hein. Mais déjà, est-ce que vous avez entendu ça et comment on peut répondre à ces personnes? Alors, après, tout dépend de la discipline. Mais il y a un moment donné, quand il faut courir vite, il y a la notion de vitesse. Donc, s'il y a la notion de vitesse, il y a la notion de force. Et il y a un moment donné, on ne court pas sur 2 mètres. Donc, il va falloir qu'il y ait des notions de répétition. Donc, déjà, il y a déjà force, vitesse, endurance qui sont là. Deuxième chose, tu as l'aspect aussi, parce qu'on résume souvent la performance à l'aspect physiologique ou à l'aspect musculaire. Mais il y a aussi l'aspect apprentissage, l'aspect moteur. Et tous ces paramètres-là, c'est aussi des choses à développer. Donc, moi, je pense que... il y a de la transférabilité de discipline à utiliser, et notamment sur des notions de coordination. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup aux coordinations croisées, c'est-à-dire que ce qu'on peut développer en gym est utile en course à pied, ce qu'on peut développer en haltéro peut être utile en natation, ce qu'on peut développer je sais pas, en force athlétique, il y a peut-être un intérêt à aller chercher à faire du vélo. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais pas que l'aspect musculaire ou l'aspect physiologique en fait. Et enfin, c'est trop simple de résumer la performance à ces notions-là, physiques, physiologiques en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, dans beaucoup de disciplines, les gens exceptionnels sont à part. Et c'est pas forcément les plus forts, c'est pas forcément les plus rapides dans l'extrême. Par contre, c'est ceux qui gèrent mieux l'ensemble de ces paramètres. C'est ça qui est assez dingue. Il y a plein de sports où si tu prends chacun des paramètres, ils sont jamais le meilleur dans aucun de ces paramètres. Pourtant, quand tu les mets ensemble, il n'y a plus personne d'autre. Ouais. Ça, c'est assez... Il y a quand même aussi le rapport à la compétition, hein, des personnes individuelles qui jouent vachement là-dedans. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Sylvain, enfin Fréville sur le coup, parce qu'il y a 2 Sylvain, sur la notion de coordination, et si je me place dans une perspective de sportif de haut niveau, j'ai quand même souvent ce raisonnement-là, c'est que plus il y a une variété de stimuli depuis jeune ou même dans la préparation, plus il va, au-delà des qualités physiologiques ou physiques, il va être confronté dans des situations où il devra apprendre de nouvelles choses. Et quand on va aller dans le sport de très haut niveau, et à un moment il y a un plafond de verre et on veut le briser au niveau technique, ou etc., je pense que quelqu'un qui a fait de la PPG, et quand je dis PPG c'est au sens large, hein, c'est les sports croisés, vraiment un truc de général, il a eu tellement de situations d'apprentissage où il a dû évoluer, que quand on va être très ciblé sur du très spécifique en situation, je pense que l'adaptation se fait beaucoup plus vite que s'il y a une hyper spécialisation depuis très jeune, ou depuis très jeune dans la saison avec une préparation ultra spécifique qui tant et si bien qu'elle existe, déjà on est bien d'accord, dès le début de la préparation. Donc il faut toujours de toute façon, la progression et la performance, c'est l'adaptation à l'environnement. Donc en fait, comment le système d'entraînement il nous permet de créer des conditions d'adaptation les plus optimales possibles à chaque étape. Donc je rejoins Sylvain, je le dis avec des mots différents, mais en gros, c'est travailler l'adaptabilité et l'adaptation. Et la PPG, quoi de mieux que la PPG pour ça, j'ai envie de le dire finalement. Ouais, moi je suis ok, enfin je suis d'accord avec ça. C'est quand même dans ce qu'on voit dans l'accès au niveau, dans le haut niveau, c'est quand même les gens qui ont passé du temps dans des disciplines autres que leur spécificité qui en fait progressent plus vite sur le plan technique. S'ils progressent plus vite, c'est parce qu'ils ont développé des schémas qui leur permettent de le faire en fait. Ouais. Ils sont plus plastiques. Ils sont plus plastiques, c'est ça. Clairement. Et d'ailleurs, on le voyait, je me souviens en STAPS, une petite expérience personnelle, ça va parler à tous ceux qui nous écoutent qui sont en STAPS. Les footeux, ils étaient bons dans plein de trucs. En fait, ils développent tellement de choses qu'ils étaient bons dans pratiquement toutes les disciplines. Ils couraient, ils étaient bons, ils driblaient, ils étaient bons, il fallait sauter, ils étaient bons, c'était incroyable. Et en fait, ça rejoint complètement ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des sports encore plus complets que le foot, mais n'empêche que c'était assez visible. Moi, je me rappelle de mes copains qui étaient lutteurs. La coordination, c'était catastrophique. Alors, sur certaines choses, c'était incroyable, mais sur la majorité, c'était compliqué. On peut parler des nageurs aussi. Hein, oui. Quand même pas mal aussi dans le genre. En fait, ça me fait penser quand même à un point qui est très clé. Et j'allais y venir, ce que tu dis sur les footeux, etc. C'est l'environnement du sport spécifique où le foot, ou un sport co, n'importe lequel qui soit, hormis le volley, peut-être un peu moins, mais est très ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la prise d'information, il y a des changements de direction, il y a des efforts différents. Et c'est-à-dire que dans cet environnement très ouvert, peut-être que
la préparation physique doit être un peu plus orientée parce que la discipline les amène déjà à avoir pas mal de compétences. Et le problème qu'il y a, c'est aussi une histoire de gens qui ont la parole, mais c'est pas le problème de ces gens-là, mais s'il y a beaucoup sur les réseaux, selon les périodes, de personnes issues des sports co qui vont dire le message c'est d'avoir une préparation physique qui est très orientée, c'est très juste dans leur situation, mais on ne peut pas en tirer une généralité pour un nageur ou un coureur à pied, comme anciennement. Dans les années 90, les préparateurs physiques, c'était le monde de l'EPS et l'athlétisme qui ont amené beaucoup de choses. Ouais. Et le logiciel général de pensée était issu de l'athlé, et pour moi en tout cas, et de l'EPS. Et maintenant, la majorité des préparateurs physiques, c'est haltéro, de la force. Donc en fait, on voit bien dans ce qui est en train d'être mis en place que c'est la culture haltéro force qui est en train d'être prégnante, et je ne suis pas sûr qu'elle soit adaptée à toutes les situations, non pas qu'elle soit mauvaise ou bonne. C'était pareil dans les années 90, parce que le monde EPS et athlé était moins bon et moins pertinent que ce qui se fait maintenant, je ne suis pas sûr non plus d'ailleurs. Mais il faut arriver à prendre du recul par rapport à tout ça, et je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien ce qui se fait maintenant ou que c'était pas bien ce qui se faisait avant, mais il faut se dire, est-ce que le sport est ouvert ou fermé, et les gens qui ont le plus la parole, de quel sport ils viennent et de quelles contraintes ils vivent tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça, mais c'est important. Oui. Je rebondis juste deux petites secondes avant qu'on réponde à ça. Est-ce qu'on n'a pas dépassé la période justement des haltérophiles ? Alors avec le CrossFit, ça revient fort, mais est-ce qu'on n'a pas dépassé ça ? Parce qu'on prend l'exemple en sprint. Regardez l'époque Maurice Green. C'est des bodybuilders. Vraiment, c'est des bodybuilders. Très forts, qui squattent à plus de 300, enfin c'est des trucs démentiels. Et regardez, maintenant les meilleurs coureurs du monde, ils sont beaucoup moins baraqués, quoi. Donc est-ce qu'on n'a pas passé un cap aussi ? Ouais, c'est possible. Après moi je crois qu'il y a du bon à prendre partout, dans toutes les disciplines. Et c'est ça qui est bien, mais je pense que c'est une erreur de se dire, voilà, maintenant c'est comme ça, il faut faire ça. Avant c'était comme ça, il faut faire ça. Et il y a tout à prendre partout. La seule chose, c'est comment tu l'utilises, pour quelle raison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu mettes une raison derrière. Ouais. C'est-à-dire que ça, pour ça. Ouais. Et pas, tiens, je fais ça parce qu'on a l'habitude de faire ça, ou parce qu'à un moment donné, machin, il m'a dit que c'était bien comme ça. Si toi, ça ne te parle pas à toi de faire de l'haltéro, tu fais pas d'haltéro. Carrément. Voilà, et si tu n'es pas formé, que tu ne te sens pas compétent pour le faire, tu peux le faire autrement. On évoquait il y a quelques temps, je ne sais plus comment il s'appelle, j'évoquais ce matin, le préparateur physique américain là, qui s'occupe des... Oui, j'ai plus son nom. Qui s'occupait des joueurs de NFL qui lui fait de la force sans faire du squat et du développé couché. Comment il fait ? Il utilise des haltères, donc il fait des squats et une jambe avec 2 haltères. Il dit voilà, quand mon athlète il est capable de faire 12 reps avec une haltère de 50 kg de chaque côté, je pense qu'il est fort. Alors oui, il est fort. Mais son process est intéressant, c'est-à-dire qu'on parlait d'un process où lui il part de 8 reps, après ils sont capables de faire 10 reps, 12 reps, et dès qu'il y a 12 reps, il monte la charge. Et il repart à 8. Et il recommence comme ça jusqu'à les faire progresser. Alors après, lui, il a peut-être 2 mois ou 8 semaines, 6 semaines pour les préparer. Et donc, c'est son process de travail. Mais il maîtrise ça. Et à un moment donné, il voit bien que faire de l'haltéro ou faire de la force athlétique, c'est pas forcément en adéquation. Il a son bénéfice-risque. Il penche plus vers le risque que le bénéfice. Donc, en fait, il a cherché à développer d'autres... Alors voilà, c'est Boyle. Chercher... voilà. Oui, ok. Voilà, et je trouve cette démarche intéressante, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme lui. Mais oui. C'est lui dans sa démarche et dans ce qu'il met en place. Tellement. C'est comme ça que ça lui va lui le mieux. Et finalement, heureusement, c'est ce qu'on disait ce matin encore sur la récupération, mais heureusement qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, parce que sinon ça serait ennuyeux et on perdrait notre métier. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, là, l'avantage, c'est que chacun peut amener sa patte, chacun amène le truc avec lequel il est à l'aise et dans lequel il fait progresser les gars, et peu importe finalement le chemin qu'on emprunte du moment qu'on arrive à Rome, quoi. Exactement. Exactement. Mais j'aime bien Tristan Pavlak, cette phrase où il parle souvent de logique interne de l'entraîneur. Et on a tous chacun notre propre logique interne. Exactement. Bien sûr qu'on a tous les mêmes fondamentaux, il n'y a personne qui a inventé la roue, mais on a vraiment cette logique-là. Est-ce qu'il y a le cas du prep physique au foot US ? Peut-être que son voisin qui a les mêmes résultats, il ne pose pas de la même manière, c'est pas grave. Bah oui. Et toi, je reviens avec ma question à 1 million, que je pose un peu à tout le monde en ce moment. Quand on parle de préparation physique, c'est quand on parle de protéger quelqu'un, je ne parle pas de performance, qui va faire un marathon. Est-ce que tu as meilleur temps pour le protéger, de l'exposer une fois de plus dans la semaine en le faisant courir une fois de plus, s'il court que 3 fois, et c'est-à-dire sans faire de renforcement, ou de l'exposer une fois de moins en faisant du renforcement ? Et qu'est-ce qui le protège le plus ? Moi, je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que j'ai une question à 1 million, même sur la préparation physique.
Oui, je pense que personne n'a la réponse. Et après, mais encore une fois, tant mieux. Ça permet à différents formats de s'exprimer. Non, c'est plutôt chouette. Parce que toi, tu ferais quoi? Tu fais quoi, toi? Bah, je fais les deux. Je fais les deux selon les personnes. De toute façon, c'est évident. Et j'en parlais, là, le marathon de Paris, j'en avais 8 ou 9. Il y a une des filles, je pense, si elle ne lui avait pas fait faire de renfort, elle ne terminait pas la prep ou difficilement. Donc, dans ce cas-là, le renforcement qui était de la PPG est devenu de la PPS spécifique parce que c'était son cas. Donc, elle avait besoin de faire du renfort sur des mouvements généralistes. Et d'autres qui ont fait du renforcement, je n'ai pas la réponse, honnêtement, de dire si je leur en avais pas fait faire, est-ce qu'ils ne seraient pas allés à la même vitesse? Est-ce que la prépa ne serait pas bien passée aussi? C'est trop dur. Après coup, c'est sûr. Moi, ils ont réussi, je fais c'est grâce au renfort. Mais en fait, si je suis très honnête, il n'y en a qu'une où je me dis oui, je pense que ça l'a vraiment bien aidé. Elle, c'était indispensable. Pour les autres, c'était utile au mieux. Ça courait à quelle vitesse? Ça allait c'était tous des primo-marathoniens, donc entre 2,49 et 4 heures. J'avais vraiment de tout sur le coup. Ah oui, d'accord. Oui, c'est quand même sacrée différence entre 4 heures et 2,40. Oui, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes coureurs. Hein. Non, c'est pas les mêmes coureurs, mais Après, la base, c'est de courir, quoi. Après, il y a l'aspect environnemental aussi. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui travaillent. Donc, en fait, quel impact l'environnement professionnel a sur leur niveau d'énergie quand ils s'entraînent. Donc après, est-ce qu'à un moment donné, la préparation physique, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'en faire, va les impacter tellement fort qu'après, ils pourront plus courir ou mal courir. Et c'est peut-être le risque, effectivement, de se blesser. Moi, je serais plutôt dans le cas de Nico, c'est-à-dire que, dans ton cas, c'est-à-dire quelqu'un qui court 3 ou 4 fois, j'ai envie de dire, mais en fait, va courir une fois de plus, en fait. Ou alors, tu changes d'orientation, d'être sur la route, tu fais du dénivelé, ou tu vas travailler en pente, voilà, mais plutôt comme ça. Après, ça reste des amateurs. Sur des professionnels, ouais. J'aurais peut-être pas le même avis. Ouais. Oui, puis après, on dit faire du renfort, mais qu'est-ce que c'est? Un 6x6 à 80% ou je sais pas, des séries de 25, c'est pas la même séance. Sylvain fait très bien de recentrer le débat parce que souvent il ne faut pas qu'on mélange ce qui se passe chez les élites et ce qui se passe chez les amateurs, ne serait-ce au-delà du niveau de performance, mais rien qu'une histoire d'emploi du temps. Et par exemple, moi évidemment, où j'ai bossé pendant 10 ans sur les skieurs de fond, ça aurait été inconcevable pour moi de mettre un skieur au départ d'une Coupe du Monde sans avoir fait de musculation. C'est pas possible, c'est un gros facteur de perf. Par contre, un skieur qui voulait juste finir la tranche jurassienne, c'est pas inconcevable pour moi de le faire que skier, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une histoire de temps et c'est important qu'on en parle parce que notamment avec les réseaux sociaux où le fait de travailler dans le haut niveau est parfois un argument d'autorité. Mais en fait, c'est pas parce que tu bosses dans le haut niveau déjà que tu es plus compétent que quelqu'un qui bosse en amateur, il faut quand même le rappeler. C'est vrai. Et que ce que tu proposes comme contenu pour tes élites sera adaptable sur les amateurs. Et toi, avec Sylvain, on fait les deux, on voit bien que c'est pas possible de faire les deux. Tu vois ce que je veux dire? Puis, si tu veux, la disponibilité dans l'entraînement n'est pas la même entre un professionnel et un amateur. C'est pas du tout la même chose. Après, il y a aussi quel impact réel a l'entraînement, quelle place ils ont aussi pour l'entraînement. C'est-à-dire qu'on est tous des champions, enfin les entraîneurs, et je me mets dedans, on est tous des champions pour leur mettre plein la gueule. Sauf que on est nettement moins des champions pour optimiser la récupération, par contre. Sauf qu'à un moment donné, ce qui va les faire progresser, c'est notre capacité à optimiser cette récupération. Donc si à un moment donné, on fait le boulot plus l'entraînement, et puis qu'il n'y a jamais de place pour la récup, à la fin, ça ne va pas très bien se passer, je pense. Comment vous gérez ça, la récupération, à la fois dans un point de vue timing et à la fois dans un point de vue méthode? Qu'est-ce que vous mettez en place? Moi, j'utilise plusieurs indicateurs. J'ai la chance parce que je pense que c'est une chance de maîtriser la variabilité cardiaque, donc je l'utilise pour certains qui le demandent, mais je n'utilise pas que ça. J'utilise aussi l'index de Hopper, qui est en fait un indicateur noté de 1 à 7 sur 4 paramètres. Sommeil, stress, courbature, fatigue, et ça me permet d'ajuster et surtout de voir sur quel paramètre le problème il est. Et quand ça devient redondant sur la même chose, c'est peut-être l'endroit sur lequel il faut que j'oriente une préparation physique générale ou une optimisation du sommeil ou des choses comme ça. Donc plutôt ça, et moi je crois que il n'y a pas une méthode, il y a des méthodes. Par contre, ce qu'il faut absolument garder, c'est le contact avec l'athlète et le ressenti de l'athlète. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas automatiser. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA qui décide tout, qui calcule tout, voilà. Et moi, je crois qu'à un moment donné, on gère des humains, on ne gère pas des machines. Et les humains, elles ont un état d'âme et elles ont des problématiques environnementales, professionnelles, familiales.
Et ça, c'est des choses à prendre en compte. Et donc ce relationnel, cet échange pour trouver la meilleure optique, parce que vous pouvez être, je peux être le meilleur entraîneur du monde. Si à un moment donné, j'ai pas convaincu l'athlète que c'est ça qu'il faut faire, il le fera pas, ou il le fera mal. Donc, résultat des comptes, on va faire quelque chose qui sert à rien. Donc, si ça sert à rien, il faut pas le faire. Moi, pour répondre à la question, je vais me placer dans le mode de l'entraîneur de sportif amateur que je suis maintenant, pour gérer les informations sur la fatigue. En tout cas, moi, j'ai rien de mieux que le SMS. Enfin, c'est pas un SMS, c'est Telegram, mais en fait, j'ai rien de mieux que ça. De toute façon, et je fais souvent l'exemple, mais tu envoies un message à quelqu'un que tu accompagnes et tu lui dis comment ça va, tu lui demandes rien d'autre. Des fois, il va te parler de son entraînement et des fois, il va te parler d'autres choses. Donc déjà, tu as une première information. Les questionnaires de Hooper, je les ai via la plateforme depuis pas si longtemps chez les amateurs, donc je pourrais pas te dire que je m'en sers, je le mets en place parce que l'outil est pertinent. Et un truc qui m'aide beaucoup, c'est quand même le RPE, mais le RPE tendanciel, c'est-à-dire que je regarde sur les dernières semaines, j'ai un code couleur quand ils ont coté leur séance, les gens. Quand c'est beaucoup dans le vert et dans le bleu, je me dis qu'en général ça se passe à peu près bien, c'est un peu rouge de temps en temps quand c'était prévu. Quand par exemple j'ai beaucoup de RPE à 5, 6, sur la couleur orange qui moi m'alerte, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien ou dans l'entraînement ou dans la façon dont la personne vit l'entraînement par rapport à son rythme de vie. Et chez les amateurs, toi, c'est quand même essentiel ça. Donc j'ai vraiment ça comme outil principal chez les amateurs, mais ça reste le dialogue de base avec des outils qui favorisent la prise de dialogue. Et sur les outils de récupération, moi j'en ai pas. Chez les amateurs, ils s'autogèrent de ce côté. Bien dormir, bien boire, bien manger, mais je suis pas leur maman. Hein. Ils font comme ils veulent et moi le premier, je le fais pas bien par moment. Mais j'en ai pas plus que ça parce que j'ai pas un système où j'en ai besoin forcément, même si dans certains cas, on en parlait avec Sylvain. Par exemple, la VFC, ce qui est sûr et certain, c'est que chez les sportifs élites, c'est vraiment un outil ultra fiable pour y arriver. Et chez les sportifs amateurs, je pense qu'on a un rythme de vie qui est très stable et qui s'entraînent suffisamment. Par exemple, je pense que c'est super pertinent. Moi, par exemple, là, tu vois bien comme c'est, on est à Nevers, après tu bouges à Strasbourg. La VFC, je suis à peu près sûr qu'elle ne sera pas bonne, donc j'ai pas forcément le besoin. Peut-être chez des gens, ils n'en ont pas le besoin non plus. Les VFC comme un autre outil, peu importe. Et ce que j'essaye quand même d'utiliser, moi, c'est le principe d'alternance dans l'entraînement, charge-repos, et de laisser toujours, en tout cas la plupart du temps dans l'année, une marge de manœuvre dans la séance et dans la semaine aux gens, pour pas qu'ils soient au tampon au maximum tout le temps, sinon on sait que ça va péter derrière. Donc c'est plutôt une gestion de la charge générale qu'une méthode de récupération, par exemple. Tu leur donnes pas de conseils quand tu vois que sur les SMS ça va pas comme tu voulais? Ah si, quand ils me donnent, quand on s'écrit, moi je réponds derrière, je fais ce que tu as besoin que j'adapte. Des fois ils me disent oui, des fois non, je vais y aller. Si c'est la première fois où ils te disent ça, tu le laisses aller quand même parce que tu apprends aussi en faisant. Si c'est un peu récurrent et un peu chronique, bien sûr, mais bien sûr je leur donne des conseils. Quand je dis je prends l'info par SMS, c'est pour faire un retour en face, sinon elle me sert pas à grand chose. Si, ça peut te servir à mettre justement tes petites notes, mais il y a des personnes où il y a très peu de retours. C'est aussi pour ça qu'on en parle. Il y a beaucoup de suivi à distance où ils envoient les programmes et... Moi j'ai des personnes, par contre, si c'est pas moi qui vais m'assurer qu'elles sont vivantes, ils viennent pas la envoyer fois. un message au bout de 3 semaines, oui. Après c'est synchronisé avec l'application, je sais ce qu'elles font, mais c'est que des chiffres, ça me parle pas les chiffres. Moi c'est les mots qui me parlent, tu vois. Bien sûr. On en a tous même. Ce matin, ils nous posaient des questions, ça n'a rien à voir, c'était avec la musculation, mais il y a quand même un corollaire. Un corollaire, c'est que il me demandait, mais alors du coup, comment tu sais quand est-ce que tu dois t'arrêter? Et il y a un truc la réponse lui a pas plu, mais l'œil. Quand je lui ai dit l'œil, il m'a dit mais comment ça l'œil, c'est subjectif? Mais non. Je lui dis j'ai vu 13 000 clients, 13 000 fois une information. Au bout d'un moment, c'est extrêmement précis. C'est beaucoup plus précis que tout ce que tu pourrais imaginer, qui est totalement arbitraire. La détérioration de l'aspect technique, c'est un indicateur qui fait que c'est peut-être le moment de s'arrêter. Voilà. Tu vois, carrément. Moi, j'utilise beaucoup. Pour moi, mon paramètre essentiel de récupération, c'est le sommeil. Donc, si j'ai pas un sommeil de qualité, c'est même pas la peine de parler d'autre chose. Alors, tous les trucs cryo, machin, là, tout ça, là. Manchon de compression, TerraGun, ce que tu veux, là, tout mettre à la poubelle si le sommeil il est pas bon. En fait. Donc en fait c'est ça. Donc après c'est aussi donner des clés aux sportifs pour essayer d'optimiser ces paramètres-là. Donc après effectivement ça demande un peu de recherche, ça demande un petit peu de connaissances. Oui. Et justement, est-ce que vous posez des questions sur la qualité du sommeil de vos athlètes? Moi oui. Ouais, c'est un truc que je fais beaucoup moi aussi. C'est un de mes paramètres. Beaucoup, et j'essaye de déterminer leur chronotype aussi.
permet de savoir si à un moment donné, parce que des fois c'est un petit peu en décalage avec leur vie professionnelle, et quand c'est en décalage avec leur vie professionnelle, forcément ça impacte la récup. Et donc l'impact de la séance va être bien plus important. Tu vois. Après, quand même, plus ça va, là, plus dans les mesures que je fais là-dessus, sur les états de fatigue, tu t'aperçois quand même que l'impact de l'environnement, il est bien plus important que l'impact de l'entraînement, en fait. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir une vie stable, équilibrée, où tu prends plaisir et tout. Là, tu peux faire un entraînement efficace. Parce que si ton environnement est complètement déstabilisé, c'est impossible. C'est impossible. Tu vas tellement créer de fatigue que, en fait, ça ne servira à rien. Tu es un être de psyché. Tu t'adapteras à bien sûr. Bien sûr. T'es pas qu'un être physique, t'es aussi un être de psyché. Et si ça va pas à côté, le physique il va finir par s'effondrer. Exactement. Complètement. Et du coup, est-ce que c'est pas ça qui a fait pencher pendant un moment la balance? Tu vois, il y a beaucoup de pays encore qui le font, des entraînements à huis clos très longs dans l'année. C'est où on évacue tout le côté extérieur qui pourrait venir perturber la prépa. Vous avez une pensée là-dessus? J'ai pas d'avis. Je connais pas assez pour avoir un avis, donc je le donnerai pas. Ouais, alors, un peu, ouais. Moi, je l'utilise un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des moments où tu pars, tu es en vacances souvent avec les athlètes. Enfin, moi, pour avoir eu des jeunes, tu es en vacances, donc ils n'ont pas l'école. Donc déjà, à partir du moment où ils n'ont pas l'école, la qualité des séances s'améliore, hein, déjà, ça c'est clair. En plus, quand tu es dans l'hiver et que tu les emmènes un peu au soleil, forcément, l'environnement, il est sympa. Ou alors tu les emmènes en altitude, et comme ils sont en altitude, ils savent ce qui les attend, donc à un moment donné ils se préparent mentalement, et on a vraiment des adaptations qui se font très très rapidement, et des qualités de travail qui sont intéressantes. Le problème, c'est qu'effectivement à huis clos, c'est difficile en France d'être à huis clos. Maintenant, quand tu pars à l'étranger, ça veut dire qu'il faut, à l'étranger ou ailleurs, ça veut dire qu'il faut que tu partes pratiquement tout le temps, donc ou très très régulièrement, et donc ça coûte de l'argent. Et après, on en vient à une autre problématique, c'est des problématiques économiques en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais ouais, ça marche très très bien. Par contre, après le problème, c'est les gens qui travaillent en fait. Hein. Ceux-là, c'est difficile. Donc sur les périodes de vacances, tu peux organiser des stages, tu peux faire des choses comme ça. Mais c'est ponctuel. Ouais. C'est ponctuel. Mais ça peut permettre de faire passer un cap. Oui, sur des courtes périodes, entre guillemets, sur des prépas, quoi. C'est ça. Sur des prépas. Parce que je pensais comme ça là, aux imaginaires extrêmes. C'est pas un imaginaire, c'est du réel, mais par exemple à la Chine, à la Russie, où ils arrivent à faire des camps de plusieurs mois où ils voient absolument personne. Ouais. Et où après on se retrouve avec des syndromes particuliers parce que les gens se renfermaient sur eux. Alors, ça, c'est assez terrible. Ouais, alors tu vois, ce qui est intéressant, moi je trouve, ce qui est intéressant dans le fonctionnement, c'est ce qu'a fait l'équipe de France de foot quand elle a été deuxième fois championne du monde, ou l'équipe de handball féminine, parce que j'y suis, c'est le fait qu'à un moment donné, ils invitent les familles quelques jours sur ce camp. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement des camps qui durent un mois et demi, mais ils invitent les familles sur certaines périodes, ce qui fait qu'à un moment donné, ça leur évite de tomber dans des syndromes un petit peu psychologiques et complexes. Et je trouve la démarche plutôt intéressante. Carrément. Alors, surtout parce qu'en fait, c'est cadré. Et comme c'est cadré, ça dérive pas. Et donc, forcément, ils restent focus sur ce pourquoi ils sont là, en fait. Ouais. Et du coup, ils savaient à l'avance quel jour venaient les familles. Oui. Ouais, donc, en plus, il y a le côté très carotte, très organisé. Donc, en fait, il n'y a pas de hasard. En fait. L'organisation, elle est très, très précise. Tout le monde est au courant de qui doit faire, quand, comment. Ça, c'est intéressant. Mais tu sais que ça me fait penser à un truc, même si j'avais pas d'avis sur ce huis clos, mais je l'avais pas eu dans ce sens-là. Enfin, c'est un retour d'expérience, c'est pas un avis. Au championnat du monde en 2017, à ce moment-là, je sais plus pour quelle raison, s'il avait été décidé de partir au soleil pour les athlètes qui voulaient 5-6 jours avant les mondiaux, donc c'est des mondiaux de ski en Finlande. Et ça avait super bien marché, on avait chopé une médaille, on a failli la refaire en par équipe. Ça avait marché dans ce contexte-là du moment. C'était une forme de huis clos, de partir en vacances au soleil pour couper. Et comme souvent dans le sport de haut niveau, tu te rassures en faisant un copier-coller. Ça a été fait 2 ans après, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc tu vois, il faut nuancer aussi. C'est pas parce qu'une année tu es parti faire ça que ça va marcher, ou c'est pas parce que ton voisin a fait ça que ça va marcher pour toi. Ouais, par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça n'a pas marché, pour que tu puisses en tirer une expérience. Parce que je pense, de ce que j'ai vu, c'est que quand ça avait été décidé en 2017, c'était pour briser une routine. Et quand ça a été redécidé 2 ans après, c'était une routine parce que c'était prévu 6 mois à l'avance. D'accord. Ouais. Ok. Alors après quand même, on sait quand même que si tu reproduis la même chose à l'identique l'année d'après, il y a peu de chances que ça marche aussi bien que la première année. Hein. Donc, même les vacances sur le même groupe. Ouais. Même les vacances au sommeil, tout à fait. C'était sur le même groupe ? Ouais. D'ailleurs, c'était mondiaux. Non, c'était l'année après, c'était pour les Jeux de 2018 après. Ça n'avait pas marché spécialement. D'accord. Il y avait Deveau dans l'équipe ? Comment ? Deveau. Non ? Non, c'était avec le ski de fond, Jeff. Ah oui. Et puis il était plus coach depuis un moment en 2018, mais ouais.
Ouais, ça fait un moment que je n'ai pas suivi, mais ok. Ok. Et du coup, recentrons un petit peu sur la course à pied, parce que c'était quand même la thématique, donc on a des personnes qui doivent nous écouter pour ça. Quelle place a la course à pied dans les activités que tu proposes? Est-ce que tu en proposes beaucoup? Est-ce que ça représente un volume quand même notable, ou est-ce que très peu finalement, à part le spécifique quoi? Alors, pour les coureurs, forcément, il y en a beaucoup, parce que c'est leur spécificité. Tu vois, Je pensais aux handballeurs par exemple. Mais les handballeurs, oui. Il y en a. Après, moi, je les ai sur les process de récup. Donc, eux, dans l'entraînement pur, il y en a forcément, puisqu'à un moment donné, ils sont sur le terrain et en plus, ils sont monitorés. Donc ils savent exactement les vitesses, les intensités liées à la fréquence cardiaque. Ouais. Donc ça, ils savent, les vitesses et donc où ils se situent, les accélérations et tout, ils ont. Et moi, sur le process de récup, il y a certaines filles qui, à un moment donné, font le choix, sur les process de récup, d'aller courir. Okay. Voilà. Alors après, ce qui était intéressant de voir, c'est que comme c'est des habitudes qu'ils mettent en place, la question qu'on s'est posée, c'est utile ou pas utile. Donc en fait, on a mesuré de savoir si c'était utile et on s'est aperçu, on n'a pas trouvé au départ de choses extraordinaires en termes de récupération. Donc on a essayé de vérifier les intensités qui étaient faites et on leur a proposé de courir aux intensités, donc en dessous du premier seuil, pour être sûr qu'à un moment donné, ils étaient bien dans les domaines d'intensité qu'on souhaitait. Et donc là, quand les filles sont reparties courir, enfin celles qui aimaient ça, on a vu une vraie différence. Donc on l'a fait voir aux filles et ça leur a permis de comprendre que oui, courir, ça pouvait avoir un intérêt, mais aux bonnes intensités. Voilà. Donc oui, ça peut être intéressant. Par contre, encore une fois, si tu fais des choses que l'athlète n'a pas envie de faire et qu'il ne fait pas, ça ne sert à rien. Donc il faut le faire adhérer. Là, c'était facile parce que c'était elle qui le faisait déjà. Il a fallu juste réadapter l'intensité et lui montrer qu'à l'intensité qu'on lui proposait, c'était mieux, en fait. Une petite zone 2, on va faire plaisir à notre ami Sean Seal. Exactement, tout à fait. Exactement. Et du coup, pour tes skieurs, il y a une part de course à pied? Ouais, on va parler des skieurs, parce que là maintenant j'ai 90% de coureurs donc, qui courent, mais à l'époque du ski évidemment, mais pour deux raisons principales. La première, c'est que le ski c'est un sport saisonnier, donc l'été il faut quand même s'entraîner. Tu le fais pas en ski, tu peux pas le faire toujours en ski à roulette, donc la course à pied c'est une vraie grosse part de l'entraînement. Pour plein de raisons, même des raisons techniques en ce qui concerne le style alternatif par exemple, même si moi j'avais plus des skateurs, il y a plein de raisons qui fait que la course à pied c'est une grosse part dans l'entraînement du skieur de fond, et j'ai même envie de te dire, j'ai jamais vu un bon skieur de fond qui n'était pas bon en course à pied. Ça n'existe pas. Vraiment, l'inverse c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es un bon coureur, tu seras un bon skieur, mais généralement c'est la caisse, enfin franchement. En course à pied, en tout cas en mode cross ou trail. Et après, même dans la pédagogie, j'en parle souvent, mais nous, avec le groupe junior, par exemple, on leur apprenait en fait à progresser au fil d'une saison. Et on attaquait systématiquement les saisons par un cycle test de VMA, test de soutien, et un calibrage individualisé de séances de VMA pour qu'ils apprennent, surtout en début de formation, c'est les juniors, à gérer un 15-15, à gérer un 30-30, à gérer un 1-1 par exemple, selon ce qu'ils avaient à faire. Pour qu'après, petit à petit, quand on glissait vers la saison, on gardait un peu de course en intensité, mais on basculait de plus en plus vers le ski ou le ski roue, où là, on ne le calibrait pas forcément, mais ils avaient ressenti un effort de 15-15 ou un effort de 1-1. Ils savaient ce que c'était pas les mêmes, mais ils avaient eu une progression. Et par exemple, la course à pied, et on en revient à la discussion du début, c'est aussi un outil pédagogique, dans un sport croisé n'importe lequel, pour favoriser des apprentissages. Donc, de toute façon, la course à pied, ça reste... Quoi qu'on en dise, je sais qu'on a plein de forceux ici, mais génétiquement, c'est notre sport. On est fait pour ça. On peut dire ce qu'on veut. Donc, c'est le plus facile à mettre en place dans n'importe quel sport. On a un tenseur du fasciolata, c'est pas pour rien. Par exemple. Et du coup, est-ce que vous utilisez d'autres modalités cycliques aérobie de façon régulière pour améliorer ces qualités-là? En dehors des blessures, j'entends. Est-ce que par exemple vous utilisez le vélo? Est-ce que vous utilisez, rameur? Alors, moi je vais aller dans le sens de Nico, parce que moi pendant plus de 20 ans, j'ai coaché des nageurs. Donc moi sur les dernières années, en fait, je m'étais rendu compte que chez les sprinteurs notamment, pour arriver à VO2, comme c'est pas forcément leur type d'effort qu'ils aiment bien, ils ont du mal vraiment à s'exprimer là-dedans. Donc en fait, j'avais le sentiment qu'ils n'y étaient pas, qu'ils n'étaient pas à 100% de leur capacité et 100% de ce qu'ils pouvaient faire. Et je me suis posé la question, comment faire pour qu'à un moment donné, ils soient capables d'y aller
en dehors de cet aspect natation, parce qu'à un moment donné, l'aspect VO2, c'est VO2. Hein. La spécificité du sport, c'est la spécificité. Par contre, la VO2, ça reste la même, hein, peu importe la discipline. Et en fait, moi, je me suis amusé à les faire courir. Par contre, la problématique du nageur, c'est que environnement instable. Donc, dès que tu les fais courir, ils ont mal aux genoux, ils ont mal aux chevilles, ils ont mal aux tibias, ils ont mal partout. Donc, il m'a fallu les préparer pour ça. Et puis, je me suis dit, si je fais du travail à haute intensité, je vais les péter. Donc il faut que j'enlève ce qui leur pose problème. Ce qui leur posait problème, c'est l'impact excentrique du sol. Et donc en fait, j'aurais fait faire de l'intervalle training court sur de la montée en fait. Donc je n'avais pas de phase excentrique. Et autant sur le premier trimestre, par rapport à mes collègues, j'étais un petit peu en dedans. Par contre, sur la deuxième partie de la saison, quand il fallait accélérer, ils étaient là et on voyait vraiment la différence. Donc là, je l'ai fait 3-4 années de suite. Après, j'ai changé de domaine, mais si j'avais à refaire, je referais ça parce que je pense que c'est une vraie plus-value. C'est une vraie plus-value. Après, pour repartir sur des coureurs, moi, j'aime beaucoup aussi croiser les choses. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on court beaucoup, c'est-à-dire que même chez les amateurs, quand ils préparent des grosses courses longues et tout, d'aller chercher des modalités qui vont un petit peu moins impacter ou qui seront un petit peu moins spécifiques que juste à la discipline, oui. Ça me paraît être essentiel. Hein. Oui. Ça me paraît être essentiel. Ouais, je te rejoins, et là je vais parler cette fois des coureurs et des amateurs, plus que le haut niveau, mais c'était aussi valable. Le vélo, par exemple, pour le coureur à pied, est intéressant dans deux cas. Il n'est jamais indispensable, mais il est intéressant dans deux cas. Déjà, quand il y a besoin de faire un énorme volume qui n'est pas tolérable en course à pied, donc soit pour préparer un gros bloc de course à pied, tu vas commencer par faire moitié vélo, moitié course, par exemple, ou soit en récupération, par exemple, c'est un sport qui est porté, c'est très efficace. Après, quand on va sur du long, comme dit Sylvain, c'est sûr que c'est pas indispensable, mais ça aide quand même beaucoup. Et après, sur les distances intermédiaires qui sont pas trop longues, type marathon ou quoi que ce soit. Intermédiaire. Oui, mais par rapport à un ultra. Bien sûr. Pour moi, tu peux. Le vélo, entre guillemets, dans l'absolu, ne sert à rien, mais je pèse mes mots par rapport à ça. Par contre, si la personne a une appétence pour le vélo et a envie d'aller en faire, écoute, il faut le mettre dans sa prépa parce que c'est la même chose en fait. L'avantage des sports à dominante psychomotrice comme les sports individuels, c'est que de toute façon, quelque part, quand tu bosses de l'endurance, c'est spécifique à ta discipline, même si c'est pas exactement dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tu bosses ton moteur et comme lui sur les nageurs, il allait chercher le VO2 en course à pied parce que c'était pas possible en natation. Et c'est pareil sur le vélo, tu peux aller chercher d'autres adaptations. Et on en revient, on boucle peut-être la boucle ou pas, que peut-être que la personne qui va intégrer du vélo à son entraînement ou un peu de trail à son entraînement s'il prépare un marathon, il n'a pas besoin de passer par la case renforcement musculaire parce qu'il est déjà en train de croiser. Tu vois, on en revient à la préparation physique générale. Peut-être qu'il a besoin, j'en sais rien, mais il y a quand même... il faut arriver à faire tout rentrer, c'est pas toujours facile. Et peut-être qu'une personne, s'il a une appétence et les capacités à aller sur le vélo, son renforcement, il n'en aura peut-être pas forcément besoin, alors qu'une personne qui n'a pas la possibilité d'aller rouler, qui n'aime pas ça, peut-être le renforcement, ça va être son sport complémentaire. Je ne sais pas si le raisonnement... Si, ouais, carrément. C'est peut-être aussi sa phase de renforcement, l'autre discipline en fait, ce qui va lui permettre de s'équilibrer un petit peu mieux sur l'aspect musculaire, d'éviter d'avoir des points forts, des côtés forts, côtés faibles qui pourraient poser quelques problèmes. Donc c'est aussi ça. Des fois, le renforcement, on peut passer par d'autres disciplines pour essayer d'améliorer ça. Tu vois, on parle là du vélo, on pourrait imaginer le rameur, qui est un exercice quand même de tirage, avec toute la chaîne dorsale. On pourrait imaginer que quelqu'un très fort sur la chaîne antérieure, il puisse essayer de se rééquilibrer avec du travail au rameur. Voilà, c'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Ouais, ça s'entend. Je dis souvent quand même, et bien sûr je me renseigne sur la littérature, mais il y a deux points où il faut se méfier. C'est que déjà, des études sur 12 semaines, alors c'est bien quand ça existe, mais 12 semaines, il en reste 40 dans l'année. Il y en a eu des centaines avant, donc il faut qu'elles soient bénéfiques ou pas sur le renforcement. Moi, j'ai vu des études sur 700 individus à New York avant le marathon qui disaient que le renfort avait aucune incidence sur les blessures. Et d'autres qui vont dire qu'il y en a. C'est même pas la question de savoir, mais sur 12 semaines, t'en tires pas grand-chose. Je trouve que c'est plus stable. Moi, j'ai pris le cas là, j'ai une fille sur 22 semaines qui est arrivée de débuter à faire le marathon. Je sais que dans son cas, il y a une évolution, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, je n'ai pas publié ça, un seul cas. Mais ce que je veux dire, il faut se méfier un peu par rapport à ça. Et quelque chose qu'on ne dit jamais dans les études, c'est que souvent, on rajoute du renforcement à l'entraînement. Donc en fait, on s'entraîne plus. Donc, généralement, quand on s'entraîne plus, en général, on est quand même meilleur.
Et je prends souvent l'exemple par l'absurde, on dit le renforcement a un impact bénéfique sur la performance en course à pied ou la prévention des blessures. Donc on dit de la course plus du renforcement. Moi j'aimerais aussi qu'on fasse une étude, la course plus le pole dance, la course plus le cirque, parce qu'à un moment c'est des sports croisés, la course plus l'escalade, il y a plein de trucs comme ça où en fait finalement je ne suis pas du tout anti-renforcement. Moi 90% des gens je leur en fais faire, c'est pas la question. Mais j'aimerais qu'on prenne du recul sur la préparation physique en se disant chez le sportif amateur en tout cas, c'est juste un moyen de développer un peu des compétences plus générales et de contrebalancer ce que l'hyperspécificité de la pratique principale fait pour être en meilleure santé. Et il y a plein de manières d'y arriver. Et je pense que, prenez le cas du vélo ou de la course à pied après derrière, peut-être que Sylvain, je peux me tromper, mais ça se trouve s'il avait poussé au paroxysme le travail de côte en course à pied, il aurait peut-être encore diminué sa part de renforcement, parce que, en tout cas sur les membrnes, parce que ça suffisait à lui-même à l'époque. Tu vois, on ne peut pas le savoir. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui sont justement trop croisés pour qu'on puisse tirer des conclusions, surtout sur des études courtes, surtout sur des publics. On est d'accord, globalement dans le sport, on a une lacune sur les études scientifiques qui est assez catastrophique. C'est-à-dire qu'on tire des conclusions avec certitude, beaucoup de collègues qui ont des certitudes, alors que le protocole est franchement... en nutrition déjà, qui est un domaine où je lis beaucoup, on a déjà énormément de lacunes. Et pourtant, on a beaucoup plus de matière, j'ai envie de dire. Je pense qu'à mon avis, dans le sport, il faut qu'on soit un poil plus modeste. Et du coup, je voulais en revenir avec les renforcements, mais moi, sur un renforcement beaucoup plus intense, l'approche de la force maximale dans tout ce qui est course à pied, puisque je ramène au thème. Votre avis, vos partages d'expérience, Sylvain ? Alors moi je vais parler pour deux façons de voir les choses. Moi je suis très orienté force, donc je l'utilise beaucoup. Maintenant ça va dépendre aussi de la culture qu'il y a derrière. C'est-à-dire que est-ce que les gens sont formés à ça ou pas ? Est-ce qu'ils ont l'habitude de le faire ou pas ? Le niveau de force, c'est quoi ? Est-ce que c'est faire 2-3 reps à 95%, à 90%, ou c'est faire 5-6 reps à 75%, ce qui est déjà pas tout à fait la même force. Quel impact réel ça va avoir ? Parce que si à un moment donné, effectivement, je développe de la force, mais il ne peut plus courir pendant 6 jours, ou il ne peut plus nager, à un moment donné, le but, c'est quand même qu'il soit ou meilleur coureur ou meilleur nageur. Donc ça c'est déjà la première chose. Après, moi, pour le vivre personnellement, moi, je fais de la force toutes les semaines et de la force lourde. Donc c'est 2-3 reps lourdes. Moi, ce que ça impacte chez moi, c'est que je n'ai pas de courbature sur des courses que je peux faire. Alors, je ne suis pas un élite, on est bien d'accord, mais je n'ai aucune courbature. Par contre, je le mets en place toute l'année, toutes les semaines, au moins une fois. Et je ne l'enlève jamais, en fait. Mais parce que j'ai aussi cette culture depuis des années où je le fais, donc aujourd'hui, ça m'impacte très peu. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, ça dépend de ce qu'ils ont déjà fait avant. S'il y a la culture force de développement chez les jeunes, de mise en place, moi, à mon sens, ça peut être intéressant. Par contre, effectivement, c'est quand on arrête un cycle de force et qu'on reprend derrière, ouais, effectivement, on va courir beaucoup moins. Et c'est ça toute la problématique. Donc des fois, il vaut peut-être faire un tout petit peu moins lourd pour que ça impacte un petit peu moins et qu'on soit capable d'exprimer quand même la spécificité de la discipline. Le but, c'est pas de remplacer, c'est d'optimiser. En fait, tu vois, mais moi, je suis plutôt OK avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Et les débutants, on peut très bien leur ramener avec des petits volumes. Exactement. Parce qu'ils progressent très très vite au départ. Une fois que la coordination est en place, qu'ils ont bien compris le système, on arrive à ramener du volume sans pour autant trop impacter justement l'aspect réel de la performance qu'on attend, c'est-à-dire la course à pied, la natation et compagnie. Et après, on peut se permettre de mettre des vrais volumes d'entraînement avec des vraies séances, des volumes classiques. Et de mon point de vue, avec mon petit passé, j'ai beaucoup moins entraîné que vous en endurance, mais j'ai eu quelques athlètes à bon niveau. Et moi, j'ai eu des gros progrès, mais vraiment gros. Parce qu'en fait, on en revient à l'acquisition de nouvelles compétences qui te fait franchir un palier. Après, sur la force lourde, je ne vais pas parler des élites parce qu'à un moment, il faut quand même souvent y passer. Alors, ça dépend du lourd, mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi, de la force max, plus ou moins maximale, oui. Chez les amateurs, en fait, c'est toujours une histoire de coût de l'adaptation. C'est que pour pouvoir lever une charge lourde, il faut être préparé à lever une charge moyenne, je me comprends, et à la faire techniquement en sécurité. Donc, qu'est-ce que la personne a fait dans son passé comme sport, quelle motricité elle a. Après, c'est ton coût de l'adaptation. Si la personne a déjà une appétence pour le renforcement et en a déjà fait, tu peux peut-être aller lui amener
Alors que si tu pars de zéro, chez un débutant par exemple, un débutant il va progresser, mais chez un intermédiaire, tu pars de zéro en muscu, il va peut-être te falloir 2-3 ans pour arriver à l'amener à faire du lourd. Tu vois ce que je veux dire? À moins d'y consacrer et de te dire j'ai une priorité pendant 6 mois, on va augmenter tes niveaux de force et après on va aller dans l'endurance. Ce qui n'est pas idiot en soi, j'y avais jamais pensé. Moi, si quelqu'un me contacte et que je lui dis ça, je ne sais pas si je vais bosser. C'est un peu la même chose que en fait, se dire le travail excentrique, c'est ce qui développe le plus de force, donc c'est ce que je fais. Ouais, d'accord. Mais encore une fois, ça impacte tellement en termes de courbature que en fait, tu ne peux plus rien faire derrière. Ouais. Donc, quand tu as maîtrisé l'ensemble des techniques et des modalités de contraction concentrique, je pense que tu as déjà un certain niveau en fait. Donc, et puis tu peux même passer par du travail isométrique. Oui, bien sûr. Je veux dire. Oui, complètement. Après, je pense aussi qu'on nous a fait beaucoup peur sur la force. Moi, je viens du monde de la force, donc je suis plutôt dans ta mouvance. Je pense qu'on nous a fait beaucoup peur, très peur, sur les risques de blessure quand on met lourd, les risques d'amputer les choses à côté. Et je me souviens de la première athlète que j'ai eue en course à pied qui devait faire la Diagonale des Fous dans les premières éditions, c'est vieux, dans les premières éditions. À l'époque, il n'y avait pas besoin de points pour y aller, pour dire à quel point c'est vieux. Et je lui ai dit, on va faire de la force maximale. On était sur du 90+, en pourcentage. Et elle avait jamais touché une barre de sa vie. On a fait des choses pour y arriver. C'est pas le premier jour elle a fait ça. On a mis des choses en place. Et moi, mon retour que j'ai eu, c'était à peu près 1,5 cm par foulée en plus. 1,5 cm sur la Diagonale des Fous, je vous laisse imaginer la performance comme elle a augmenté. Et quand tu vois l'impact excentrique du dénivelé, positif ou négatif, tu dis que vaut mieux que tu aies des qualités de force quand même. Carrément. D'autant que le trail est un sport de force quelque part. Ouais. Et c'est intéressant, mais toi quand tu l'avais, c'était en suivi en présentiel? Oui. Alors il y a une grosse différence qui est très fondamentale, c'est que toi, tu as une pédagogie pour l'accompagner là-dedans, mais dès qu'on rentre dans du distanciel, je pense que moi je modère beaucoup ça, parce que si tu n'es pas avec la personne pour l'accompagner dans sa progression, la balance bénéfice-risque elle est beaucoup trop déséquilibrée. De toute manière, c'est que une histoire de contexte. La force de toute manière, en solo, on oublie. Voilà. Oui. Après, les gens, quand ils parlent de force, souvent des forces lourdes, ils parlent de force athlétique, tu vois. Donc c'est forcément du soulevé de terre, c'est forcément du squat, c'est forcément du développé couché. En fait, tu peux travailler de la force lourde en faisant différemment. Enfin, le strongman, ça peut être des choses intéressantes aussi. Complètement. Mais sur le trail, j'ai une discussion avec Nicolas Martin, donc, entraîneur et vice-champion du monde de trail, sur ça l'autre fois, et ça m'a fait tilter, et ça fait pas longtemps que j'ai cette réflexion-là, parce que j'avais déjà observé des trucs comme chez des bons coureurs. C'est que, par exemple, le trail, c'est un sport de force. Il faut être fort pour faire du trail, il n'y a quand même pas de secret, résister à des formations en descente, etc. Et les trailers élites, c'est lui qui m'a dit, quand tu les mets sur une machine, quand tu les testes en ISO, leur niveau de force sont au ras des pâquerettes. Bah oui. Et donc, ma question, et elle vaut peut-être 2 millions cette fois, le trail étant un sport de force, mais les meilleurs trailers ayant des niveaux de force hors situation très faibles, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des niveaux de force très hauts pour être bon dans la force du trail? Alors après, est-ce que c'est des niveaux de force absolus ou c'est des niveaux de force rapportés au poids de corps? Je pense que c'est en absolu sur ce qu'il disait. Ouais, voilà, parce que c'est pareil, les trailers, c'est quand même pas des gens qui font 80 kilos, tu vois. Ouais. Donc si tu le rapportes peut-être au poids de corps, peut-être qu'en fait, ils ne sont pas si nuls que ça. Moi, je pense que même ils sont faibles, je pense. Mais je pense qu'on ne se pose pas la bonne question. Quand on dit c'est un sport de force, moi, en tant qu'athlète de force, je me dis « Ah non, c'est pas un sport de force. Ça nécessite des qualités de force, mais c'est pas un sport de force. » Oui, bien sûr. Ouais. Dans ce sens-là, on va dire. C'est comme quand j'entends le rugby, c'est un sport de combat. Il y a des combats dans le rugby, mais c'est pas un sport de combat. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme quand on va dire que le crossfit, c'est une dominante d'endurance. Oui et non, quoi. Voilà. Je ne vais pas me faire gérer à gauche le crossfit, c'est pas la question. Non, mais il y a une forme d'endurance. Mais oui, mais comme à un moment donné, dérivé de la force, plus ton niveau de force est élevé, plus à un moment donné, c'est facile d'avoir un pourcentage élevé de force que tu dérives longtemps. Enfin, je veux dire, c'est complètement logique en fait. C'est ça. Tu vois. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Parce qu'il n'y a pas que la capacité à grimper un dénivelé, à amortir un excentrique, par exemple, sur une descente. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect, chaque fois que je pose mon pied au sol, quel pourcentage maximal de ma flexion plantaire, par exemple, ça me demande. Et ça, les gens se disent, on s'en fout, de toute façon, c'est, je dis n'importe quoi, c'est 10%. Ouais, mais entre 10 et 11, toi, tu dis que c'est rien parce que... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais je réfléchis en même temps. Ça fait rien pour quelqu'un qui fait 10 reps. Mais le mec, il va faire 90 000 pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Et là, ça fait la diff. 1% sur 90 000. Ah oui, ça fait beaucoup. Bah, c'est la même chose que quand tu dis à un élite qu'il va s'améliorer de 1 ou 2%. Ouais. Ah, c'est ce qui fait la différence Eh entre être sur la boîte ou ne pas l'être. Bah, C'est ça. En fait, hein. sur la force max, j'ai plus la méta-analyse en tête, mais en gros, sur le marathonien élite, il y a des gains de 1,8% sur la perf. Ce qui est énorme pour lui. Par contre, il semblerait que les gains chez les amateurs soient plutôt d'aller courir une fois de plus, ce qui paraît logique. Ah oui. Et 1,8% sur une perf de 3h30 au marathon, ça change pas grand-chose. Ouais, 1,8% sur un D05 ou un D04, Ah oui, ça change. c'est la médaille Ah ou pas. oui. Ah oui. Donc bien sûr. Ah bah oui. Tout à Et c'est fait. là, moi je suis pas du tout du loin d'être anti-force et loin d'être anti-renforcement musculaire. Je suis plutôt pro-contexte en général. C'est ce que j'ai essayé aussi de nuancer par rapport à ça. C'est ça. Mais moi, dans un monde idéal, oui. Et alors justement, il nous reste peu de temps, donc j'essaie les questions qui me viennent, j'essaie de les purger. Si vous, moi généralement, je les mettais mes séances de force dans une séance où elle courait, pardon. Au milieu ou avant ou après? Moi, je la mettais avant. Ah oui. Est-ce que pour vous, c'est impérativement une séance à part entière, par exemple matin, puis après on fait autre chose l'après-midi, ou un autre jour, ou est-ce que c'est dans une séance que vous le feriez? Les deux sont valables vraiment. En fait, tout dépend où tu veux pousser ton curseur de force et ton curseur d'endurance derrière. C'est-à-dire que si tu veux vraiment te faire une vraie force max qui va te coûter, derrière, tu vas peut-être l'isoler. Tu vois ce que je veux dire pour dire, je ne suis pas conservateur sur ma séance de force parce que c'est ma priorité, je vais le faire. Si tu veux pousser à bien ton curseur sur une séance de course, tu vas peut-être pas faire précéder une grosse séance de force. Par contre, être capable d'aller courir sous la fatigue de la muscu, c'est une vraie compétence qui s'acquiert parce qu'en course, tu vas pas être fatigué de ta muscu, mais tu vas être fatigué d'autre chose. Donc je pense que ça dépend vraiment des périodes. Le monde idéal, pour moi, c'est de commencer par le renfort et de suivre avec la course derrière. Après, chez l'amateur, et je renuance, quand il a que 1 heure, c'est de commencer par la course, comme ça il peut déjà courir 30 minutes et faire 20 minutes. Sinon, si tu commences par le renfort, il lui reste 10 minutes pour courir et tu te fais avoir. Oui, bien mais sûr. bien sûr, je te rejoins dans le Bien monde sûr. idéal. Ouais. Ou de faire une bonne muscu le matin, nous on le faisait beaucoup avec les skieurs. Muscu le matin, PM à l'après-midi, bien sûr. Tu apprends techniquement à t'exprimer sous la fatigue. Puis après, il y a leur boulot. Donc, ça veut dire que derrière, il faut que tu cales les séances en fonction de leur disponibilité. Donc, déjà aussi, tu as la théorie de ce qui semblerait être bien. Puis après, il y a leur disponibilité qui fait qu'à un moment donné, tu vas peut-être faire des choses qui ne sont pas optimum. Tu vois, mais moi, je suis plutôt dans le fait de dire aussi, on fait la muscu d'abord et la course à pied après. Après, moi, pour le vivre, moi, je fais des séances muscu et course à pied après. En général, je m'en souviens le lendemain. Ouais. Enfin, je suis super bien le lendemain, mais par contre, 2 jours après, je suis vachement moins bien. Phase inflammatoire. Alors que par contre, courir juste après la muscu, j'ai pas les mêmes impacts au niveau des courbatures. Ça c'est une réalité. Mais encore une fois, moi c'est moi. Oui, voilà. C'est pas forcément les autres. Donc C'est intéressant. ouais, mais voilà. Alors après, ça peut être intéressant aussi de dire, voilà, je fais de la muscu, je fais pas de course à pied le lendemain, je fais peut-être du vélo parce que ça impactera moins. Et puis le jour d'après, je retourne courir. C'est une autre possibilité. Ouais. Tu vois, qui peut peut-être empêcher cet aspect-là. Tu vois. Ouais. Ça s'entend. C'est Ça très s'entend. juste. Messieurs, on est arrivé au bout. Franchement, on aurait parlé avec vous tout l'après-midi. C'était purement passionnant. Vraiment, merci à vous. J'ai pas eu besoin de vous relancer sur grand chose. C'était super agréable. Et puis, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. De toute façon, nous, on se recroise encore. Et ceux qui nous écoutent, à bientôt. À bientôt. Le problème, c'est qu'on va continuer à parler dans la chambre ce soir. nous, les- Bah oui, c'est ça. Si évidemment. après tu nous donnes des billes, donc. C'était cool, ça allait. Ah, c'était trop cool, je pense, ouais. Ouais, non, c'était bien. C'était super vite. Franchement, je pense que pour les gens, c'était agréable. Un petit retour Ah écoute, de ce qu'ils en disent. tu vas aller voir à la régie, oui. Maintenant, c'est moi qui me fais une interview comme vous. Putain, c'est bon. Par contre, au moment où on a la télé. Dans 15 minutes, Ah putain, moi aussi. Ah, j'anime. une intervention sur le VFC. Ouais, le planning est... Putain, je me suis rendu compte avec Calvici parce que j'ai regardé l'écran et je t'ai filmé le dos. Et là, ça brillait. Tu t'en es rendu compte? C'est